Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Christelle Edman, c'est la directrice générale d'Orange. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, vous faites partie d'une coalition qui a été créée récemment, l'Africa France Impact Coalition. On entend beaucoup d'annonces, notamment que l'Afrique c'est l'avenir et qu'il faut vraiment que le secteur privé s'investisse au sens propre comme au sens figuré. En quoi cette coalition peut-elle servir cette cause ? Alors c'est une coalition d'entreprises, effectivement, d'entreprises qui investissent déjà sur le continent africain, d'entreprises françaises, globales, mais beaucoup d'entreprises africaines également, et d'entreprises qui, au fond, partagent des constats, des recommandations sur comment accélérer. Tout le monde est conscient et toutes les opérations qu'on a en Afrique le prouvent. L'Afrique et les jeunes en Afrique ont envie de prendre leur avenir en main. On vit dans un monde où la géopolitique s'invite beaucoup dans beaucoup de discussions. Surtout en ce moment. Mais c'est vrai que le continent africain a un potentiel énorme et qu'on ne peut pas attendre et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui marchent bien. Et donc la question, c'est comment on partage des bonnes pratiques, comment on échange aussi avec nos dirigeants politiques, les dirigeants politiques des différents pays, pour lever des freins qui sont parfois au sein du continent africain sur la fragmentation du continent africain, voilà, des débats qu'on a aussi parfois en Europe, sur le continent européen. Mais voilà, donc cette coalition, c'est une coalition de volontaires qui sont déjà engagés. Alors, le secteur privé africain, en effet, on en parle beaucoup, mais il y a quand même un déficit au niveau de la gouvernance publique. On parle beaucoup des infrastructures, de l'électricité, des transports. Est-ce que ça, quand même, ce n'est pas un frein à l'investissement privé en Afrique, en dehors des questions de mauvaise gouvernance, évidemment ? Nous, ça fait plus de 20 ans qu'on investit en Afrique et donc le secteur privé investit dans les télécoms. Le secteur des télécoms est un des premiers qui a été très libéralisé en Afrique. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des acteurs privés, en fait, qui, du coup, déploient des réseaux, qui ont besoin d'énergie ? Donc, nous-mêmes, on investit de plus en plus dans la solarisation, par exemple, de nos sites mobiles pour avoir de l'autonomie et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas que nous en tant qu'opérateurs privés on fait. On a beaucoup d'échanges évidemment avec les décideurs politiques dans les pays où on opère, parfois des débats qui sont pas simples pour quel doit être le bon niveau de taxation sur des profits générés quand notre enjeu c'est de gagner, de permettre d'investir dans les infrastructures de demain. Donc c'est toujours des débats de court terme, enjeux de finances publiques à court terme et enjeux d'investissement dans les infrastructures qui ont évidemment des impacts à plus moyen terme. Donc c'est des débats qu'on a dans tous les pays où on opère. C'est vrai en Europe, c'est vrai en Afrique. Alors, Orange est très présent au Maroc, en Afrique de l'Ouest, avant tout, moins en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Ici, au Kenya, il y a eu une expérience qui n'a pas été très heureuse, il me semble. Est-ce que vous avez des ambitions au-delà, j'allais dire, du précaré d'Orange ? Alors, il n'y a pas de précaré pour Orange. Ni pour la France, il paraît. Absolument pas. Et non, on a d'abord des équipes africaines sur le continent qui font un travail formidable. On est numéro 1 dans beaucoup des pays où on opère, mais on n'est pas toujours numéro 1. Donc, quand on est numéro 2 ou numéro 3, on travaille dur pour améliorer. C'est toujours le service client, la qualité du réseau, les investissements dans les infrastructures. On est présent dans beaucoup de pays d'Afrique anglophone également. Donc, on n'est pas que en Afrique francophone. On a regardé, on a un certain nombre de dossiers sur lesquels on a des réflexions d'expansion géographique. Si on n'en parle pas, c'est que ça n'a pas abouti. Mais on ne s'interdit pas, évidemment, d'étendre notre footprint. Alors, on parle beaucoup de l'hébergement des données. J'imagine que c'est quelque chose qui vous concerne directement. Est-ce que ça concerne l'Afrique pour vous ? Absolument. Les débats que l'on a beaucoup en Europe sur la souveraineté, sur les enjeux de dépendance technologique, c'est exactement les mêmes discussions qui existent dans tous les pays et qu'on a eu pendant le sommet hier et aujourd'hui. Et c'est des débats sur effectivement les données, l'IA, comment ne pas être simplement consommateur d'une IA qui aurait été construite en dehors voire d'Europe ou d'Afrique, mais d'être aussi constructeur, donc investisseur et constructeur. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de langues sur le continent africain. On annonce chez Orange, on annonce qu'on veut une IA qui, par exemple, aide à utiliser toutes les langues et tous les dialectes africains pour servir tous nos clients, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de parler français ou anglais pour pouvoir utiliser la technologie. Et ça, c'est des choses qu'on fait en partenariat, parfois avec des grandes entreprises de la tech. On a fait des annonces avec OpenAI ou Meta
États, par exemple, mais aussi avec des start-up. On avait hier une start-up égyptienne qui a investi dans la diversité des langues arabes, mais aussi qui investit dans l'IA, voilà, des LLM qui sont sur les langages africains. Alors, dans le groupe Orange, on sait que l'arrivée, comme dans beaucoup d'autres groupes, de l'intelligence artificielle crée des crispations. On a entendu des syndicats dire attention, oui, ça va aider les opérateurs dans leurs tâches, mais ça va finir par les remplacer. Ça aura un impact sur les profits, oui, mais aussi sur l'emploi. Quelle est votre réponse? Alors, il y a beaucoup de fantasmes, effectivement, autour de l'IA. Il y a certaines craintes qui sont... Il y a des vraies questions éthiques qu'il faut se poser. Donc, il ne faut pas être naïf. Effectivement, c'est une vraie révolution technologique qui va effectivement modifier des emplois en profondeur. Surtout dans une entreprise comme la vôtre. Dans une entreprise comme la nôtre, mais j'ai envie de dire dans toutes les entreprises. Alors, évidemment, dans une entreprise comme la nôtre, quand on gère des sites qui sont très physiques, des réseaux mobiles, il y a beaucoup de nos métiers qui ne vont pas du tout disparaître ou être complètement transformés par l'IA. Mais on le voit dans beaucoup de métiers fonctionnels, dans la relation client, dans la vente. On a déjà déployé des outils qui permettent à nos vendeurs de mieux servir et de personnaliser le service aux clients, qui permettent aux clients d'avoir une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à l'IA. Et on voit bien qu'il y a des modèles qui vont être à trouver. Après, il y a des questions éthiques qui se posent. C'est vrai que notre conception, en tout cas chez Orange, c'est d'adopter, de former massivement les collaborateurs à l'IA. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on recrute dans certains métiers, on veut des profils qui savent utiliser l'IA pour être plus rapide. Et ce qu'apporte vraiment l'IA, c'est la vitesse. En fait, la vitesse à laquelle on va pouvoir faire certaines choses. Mais il y a aussi beaucoup de questions autour de l'IA, sur le coût de l'IA, par exemple. C'est encore des choses où, quand on voit les milliards qui sont investis dans l'IA, on voit bien qu'il va falloir rembourser ou payer tout ça. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes, si je puis dire, mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'on doit, dans les entreprises, pour être compétitif, adopter l'IA. Orange, bon, évidemment, on le connaît comme un opérateur téléphonique avant tout, mais est-ce que en Afrique, vous allez au-delà de ça? On a parlé de l'hébergement des données, mais c'est quand même lié. Est-ce que vous intervenez dans d'autres secteurs, dans le quotidien des Africains? Évidemment, le téléphone mobile a été une révolution parce qu'il a remplacé le téléphone fixe ici, mais est-ce que ça va au-delà aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'en Afrique, on a un rôle particulier parce que le continent africain est un continent mobile. Le paiement, aujourd'hui, voilà. Le téléphone mobile permet de tout faire, et dans beaucoup d'endroits, le paiement mobile et donc le mobile money, en fait, dans beaucoup d'endroits où les gens n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de carte de crédit, le mobile, en fait, est le moyen de paiement. Et donc, on est un acteur multiservice et on fait beaucoup plus qu'effectivement ce qu'on peut voir quand on est en France ou en Europe. Donc, le paiement mobile, et le paiement mobile, c'est aussi l'ouverture dans beaucoup d'autres secteurs. Donc, on voit dans l'agriculture ou dans l'énergie, en fait, nos briques de paiement mobile permettent à d'autres acteurs de financer quelque part ou d'innover, et ça fait partie des sujets sur lesquels on collabore avec beaucoup de start-up. Vous voulez aussi, j'allais dire, investir dans les ressources humaines en Afrique. Qu'est-ce qu'Orange compte faire ces prochaines années ? Alors, on a annoncé effectivement qu'on allait doubler le nombre de Orange Digital Center. Les Orange Digital Center, c'est des endroits où on propose des formations gratuites aux jeunes pour avoir des formations diplômantes, des formations dans l'IA, la cybersécurité, le cloud, tous les métiers techniques qui sont des vrais passeports et quelque part des garanties pour avoir un emploi. Le continent africain est jeune, le continent africain a beaucoup de talent, et donc on va former 3 millions de jeunes à l'horizon 2030 dans ces Orange Digital Center, dont on double le nombre, on passe de 50 à 100, et puis accompagner des startups également, puisque évidemment ces jeunes formés ont envie aussi d'être entrepreneurs. Starlink, est-ce que pour vous c'est un sujet en Afrique et plus globalement, ou finalement non, pas tant que ça? Alors, le satellite est absolument une solution technologique complémentaire à nos réseaux terrestres, mobiles et fixes. Pas concurrentiel, parce que ça ne fait pas la même chose. D'abord, il y a des zones dans lesquelles nous, on n'a pas la capacité à investir, ou alors on le ferait dans longtemps. Et en fait, personne ne peut attendre. Aujourd'hui, on a besoin d'amener des solutions du numérique à tous. Et donc, de ce point de vue-là, le satellite est une bonne solution. Après, si on parle de Starlink en particulier, les kits satellites coûtent quand même cher, et donc quand on parle des problématiques d'accessibilité à des terminaux mobiles, se pose la même question avec les kits satellites. Et puis il y a un point évidemment avec le satellite, c'est aussi des enjeux de souveraineté, puisqu'effectivement l'enjeu des fréquences utilisées par les satellites, l'enjeu
des rentrées fiscales après pour les États, parce qu'évidemment, en tant qu'opérateur, on achète des licences, on paye des taxes dans les pays, donc on contribue à l'économie locale. C'est pas toujours le cas de Starlink, et donc effectivement, ça pose aussi des questions de politique publique. En Europe, est-ce que vous considérez que le marché du mobile est totalement saturé et que finalement, c'est plus là où il y a la croissance? Et oui, Orange, historiquement, est un opérateur européen, mais finalement, l'avenir est ailleurs. Alors, l'avenir n'est pas ailleurs, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout les mêmes taux de croissance en Europe que ceux qu'on a en Afrique. D'abord parce que la démographie n'a rien à voir entre l'Europe, qui est un continent qui vieillit, et le continent africain, qui est un continent jeune et en très forte croissance. Mais c'est vrai qu'on est dans des marchés beaucoup plus matures, où les Européens sont équipés de mobiles. Donc, il y a un peu de croissance, mais pas du tout dans les mêmes taux que ceux qu'on peut voir en Afrique. Et beaucoup de concurrence, ça c'est sûr. Un peu trop, peut-être. Mais il y a aussi beaucoup de concurrence en Afrique. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de concurrence sur le continent africain. Par contre, c'est vrai que dans notre plan stratégique, on a annoncé des initiatives autour de la croissance, donc l'innovation pour la croissance dans les sujets de souveraineté, donc évidemment le cloud, l'IA, mais aussi des solutions de paiement, transfert d'argent nord-sud, par exemple entre l'Europe et le continent africain. Donc on a beaucoup d'initiatives de croissance autour de la cybersécurité bien sûr des entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises, mais aussi des pros et des consommateurs. Tout ça, c'est pour nous des vrais secteurs de croissance, que ce soit sur le continent africain, mais aussi en Europe. Dernière question un petit peu franco-française, le rachat de l'opérateur SFR. Vous êtes allié avec vos concurrents Bouygues Telecom et Free. Les négociations exclusives ont commencé depuis le 17 avril. Est-ce qu'elles avancent? Est-ce que vous avez bon espoir qu'elles seront conclues bientôt, cette année par exemple? Alors, les négociations sont en cours. On a fait effectivement des annonces des différentes étapes sur ce projet qui est complexe. Mais donc, effectivement, les discussions avancent et elles avancent. Voilà, j'ai pas de commentaires à faire. Tant qu'une transaction n'est pas signée, on ne peut pas s'engager à ce qu'elle soit. Voilà, on ne peut pas dire si elle sera signée ou pas. Mais c'est vrai que il y a de la volonté de tous les partis pour essayer d'arriver à un accord. Merci beaucoup Christelle Edman d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.